Cette fable-là, elle est la suivante. La fable dit que Ésope, qui était, là, les descriptions sont bizarres, c'était, semble-t-il, quelqu'un de boiteux, de pas très beau, mais il n'empêche qu'Ésope, on lui confiait on lui demandait d'animer des groupes de discussion. Il avait, là, comme il était un bon fabuliste, un bon conteur, il avait beaucoup de succès, il avait beaucoup d'amis. Puis avec ses amis, ils se réunissaient de temps en temps, puis ils se racontaient des histoires, ils fabulaient ensemble. Et un jour, comme c'était un bon conteur, quelqu'un lui a dit, « Ah, écoute, Ésope, il faudrait vraiment, toi, qu'on te confie la responsabilité de nous préparer le meilleur repas du monde. » Le repas qui va faire qu'on s'en souviendra toute notre vie, le repas exemplaire, et tu as toute liberté dans tes budgets et tu peux utiliser d'autres cuisiniers, tu feras ce que tu veux, Ésope. Et donc, Ésope se retrouve avec ce délicat problème d'avoir à concocter le meilleur repas du monde pour ses amis avec lesquels il philosophe et il fabule. Et donc, Ésope se consacre à la chose, et le soir venu, les amis arrivent chez Ésope et sa table, et là, il découvre que Ésope a préparé des plats qui ont une caractéristique, ce sont tous des plats basés sur des langues. Langue de veau apprêtée à la mode italienne, langue de porc peut-être marinée comme elles le sont maintenant ou elles l'étaient à l'époque dans certaines tavernes, langue de morue coupée et frite et délicate et délicieuse. Et il régale sa tablée de cet élément exclusif qui est la langue. Il leur fait manger des langues sous toutes les formes. Et les amis sont un peu étonnés, mais en même temps, le repas est bon, il est savoureux, et ils se disent, ma foi, Ésope a bien rempli sa promesse, il nous a préparé le repas. Et évidemment, ils disent, mais quand même, pourquoi t'es-tu obstiné à ne faire que des langues? Et là, Ésope fait un long discours sur la beauté de la langue. La puissance de la langue qui nous sert à conquérir l'être aimé, la capacité de la langue à créer la paix dans le monde, la beauté de la langue qui permet de chanter, qui permet d'inventer, qui permet de nommer les choses, et un long éloge de la langue. Et vraiment, je regrette de ne pas avoir vécu à 7 siècles avant Jésus-Christ. J'aurais aimé être présent lors de cet exposé. Bon, alors Ésope a bien rempli sa promesse et ses amis philosophes disent, bon, c'est très bien, mais quand même ton repas était un petit peu simpliste. Tu nous as préparé de la langue. Là, puisque ça a été ta réponse à notre demande de préparer le meilleur, ok, prépare-nous donc le pire repas que tu puisses inventer et imaginer. Vous me voyez venir, Monsieur le Président, vous me voyez venir et tout le monde me voit venir. Évidemment, Ésope accepte cette tâche et lorsque les convives se retrouvent quelques semaines plus tard autour de sa table, qu'est-ce qu'ils trouvent sur la table? Ils retrouvent évidemment des langues apprêtées de mille et une façons. Et là, ils sont un petit peu découragés. Ils disent à Ésope, mais quand même, Ésope, il y a quelque chose d'inconséquent dans ton attitude. On te demande à la fois le meilleur, tu nous prépares des langues apprêtées de mille et une façons. On te demande le pire et tu nous prépares des langues de mille et une façons. Évidemment, Ésope commence et dit, mais la langue peut aussi être ce qu'il y a de pire, puisque c'est la langue qui va donner naissance à la guerre, puisque c'est la langue qui exprime le mépris, puisque c'est par la langue que tous les conflits naissent, et certains ne se résolvent jamais. Et c'est donc le contraire de l'apologie de la langue. Il détruit en quelque sorte cet outil humain magnifique qu'est la langue pour dire on peut aussi l'utiliser d'une façon. C'est, paraît-il, une des fables d'Ésope. Elle m'a toujours laissé perplexe jusqu'à ce que j'entende le discours inaugural du Premier ministre. Et là, je me suis dit, ah, voilà l'explication de la fable d'Ésope. Parce que ce discours, ma foi, il est le résultat d'une très belle plume. Quelqu'un qui a du talent a écrit ce discours parce que les phrases sont simples, elles sont courtes, un sujet, un verbe, un complément, mais elles sont rythmées. Il y a un beau rythme dans ce discours, il y a de beaux mots, il y a des idées qui sont touchées, il y a la main qui apparaît tout à coup, telle la main de Dieu, qui se tend vers nous, remplie de promesses. Il y a des mesures
formidable annoncé, et on est comme un peu subjugué. On se dit, ah mon Dieu, mais quel beau discours. Pourtant, quand on l'écoutait, et j'étais là au moment de l'écoute, je me suis dit, ah, ce beau discours. Ah, d'ailleurs, La Fontaine a utilisé, sans nul doute, dans ses fables, il a utilisé les fables d'Ésope, mais c'est un autre sujet. Quand j'écoutais ce discours, je me disais, mon Dieu, c'est quand même un discours bien écrit, mais pourquoi provoque-t-il en moi un malaise grandissant? Et peu à peu, j'en suis arrivé à m'interroger sur la valeur du discours. Est-ce qu'un discours bien écrit peut aussi être une arme qui camoufle? Est-ce qu'un discours, est-ce que la langue, est-ce que la parole, est-ce que le discours peut aussi avoir comme fonction, plutôt que de dévoiler la vérité, de nous entraîner vers une sorte d'emballage de la réalité? Et c'est à cet égard-là que je me suis mis à regarder plus attentivement certaines des mesures.